Oui, bonjour. Éric Vernier, je suis directeur d'un centre de santé infirmier et d'un SIAD à domicile à Pont-de-Roide. J'aurais une question à Madame Delito. Quelle était sa fonction, son rôle, son poste au sein de l'association, enfin de l'entreprise AAD? Et puis une deuxième question d'ordre plus général. Dans nos associations, si un salarié, enfin si on ne trouvait pas de salarié, est-ce qu'éventuellement ce rôle peut être délégué à une personne bénévole du conseil d'administration? Donc moi au sein d'AAD, donc en plus de ma mission de salarié compétent, j'étais et je le suis toujours, je suis assistante d'antenne. Donc je gère tout ce qui est planning, visite à domicile. Donc ça c'est en plus de ma mission de salarié compétent. Oui, bonjour, Vincent Laudijoie, directeur QSE PSP Peugeot. Le salarié compétent peut-il être un membre du CHSCT? Oui, alors, effectivement, les textes ne l'interdisent pas. Bon, sachant que les casquettes sont quand même très, très différentes, hein. Le membre du CHSCT, c'est un membre élu, et donc qui a une capacité critique vis-à-vis de la politique de prévention de l'employeur. Donc c'est un représentant des salariés, hein. Donc il est dans un rôle critique important. Je ne dis pas que le salarié compétent ne peut pas avoir un regard critique, mais simplement son rôle est très différent. Ceci dit, les textes ne l'interdisent pas, hein. Donc là-dessus, il y a un peu un flou, mais il faut bien comprendre que les casquettes sont vraiment extrêmement différentes. Et moi, je pense, en tout cas, à mon avis, hein, qu'il faut bien séparer les choses. Le salarié compétent, en plus, peut être dans le CHSCT, c'est-à-dire qu'après un vote majoritaire du CHSCT, des membres du CHSCT élus, donc, il peut assister à ces réunions. Donc moi, je considère qu'il faut bien séparer les casquettes et que, ma foi, le salarié compétent sur la prévention sécurité, eh bien, il est désigné par l'employeur, il a une fonction particulière, et si jamais il pouvait être désigné, donc élu, membre, ça serait, je pense, peut-être un peu difficile pour lui. Voilà, donc chacun son rôle. Le membre du CHSCT, c'est un statut particulier et les choses sont bien différentes. Voilà. Merci. Bonjour à tous et à tous. Monsieur Cao, directeur de Brico Dépôt à Montbéliard. J'ai une simple question, savoir au même titre que les délégués du personnel, est-ce que ce salarié compétent peut-il avoir droit à des heures de délégation? Oui, alors évidemment, non, c'est pas, comme je le disais pour les membres du CHSCT, hein, effectivement, où les délégués du personnel ont des heures de délégation, le salarié compétent n'est pas un membre élu, c'est une tâche particulière désignée par l'employeur, il n'a pas d'heures de délégation, c'est du temps de travail, tout simplement, hein, un contrat de travail avec des heures de travail, voilà. Donc ça n'existe pas sur cette tâche précise. Oui, bonjour, Christophe Savel, Chimirec. Je voudrais savoir, pour une entreprise comme la nôtre, qui avons un animateur QSE, est-ce que de fait il est salarié désigné ou est-ce qu'il faut avoir une démarche particulière? Oui, donc, c'est une question qu'on a assez souvent. C'est vrai que c'est très tentant, et puis à la rigueur, ça se justifie, je dirais, que ce salarié qui a déjà toutes les compétences, qui fait de la prévention toute la journée pratiquement, donc, presque, s'il est à temps complet. Donc, il faut juste faire la démarche de le désigner en tant que tel, hein, je dirais, de lui octroyer cette mission. Après, la définition, elle se chevauche entre l'animation telle que, l'animateur de sécurité que l'on rencontre dans l'entreprise, et puis le salarié désigné compétent, c'est, je dirais, une lecture ou une écriture plutôt qui va le faire passer de l'un à l'autre. Mais sans ça, oui, c'est, je dirais, la notion d'animateur et puis de salarié désigné compétent, ça se chevauche, voilà, on va dire. Et bonjour à tous, Alain Thérault, chargé de mission pour la SAIMB Logement, Ressources Humaines et Relations Partenariales. Alors j'ai juste une question un peu particulière, sans rentrer dans l'intimité de l'entreprise AAD, que je sollicite peut-être pour la dernière fois.
quid de la délégation de pouvoir dont vous avez abordé le sujet tout à l'heure? Je sais bien que c'est une question qui est sensible au sein des entreprises parce qu'une délégation de pouvoir, c'est pas quelque chose d'évident. Donc, en toute transparence, si vous avez quelques indications sur la façon dont vous avez mis en place cette délégation de pouvoir, son champ d'intervention et quelles sont les capacités, enfin les possibilités de la personne qui est en charge justement désignée de pouvoir avoir cette envergure. Voilà, merci. Bonjour. Alors, on est parti sur un avenant au contrat de travail pour bien définir les missions de Aurore, pour que ça reste quand même dans un cadre défini. Et dans mon idée, c'était bien de protéger le salarié protégé. Donc c'était bien dans ma tête, je garde cette responsabilité sur la sécurité, sur mes obligations d'employeur, mais j'ai quelqu'un qui va m'aider en plus des institutions représentatives des salariés, on est bien d'accord, mais qui est assez disponible et proche pour intervenir. Donc elle a un avenant qui définit un certain nombre de missions. Elle n'a pas de délégation de pouvoir. Elle va rapporter une difficulté, un problème, et voir l'action qu'il faudra mettre en place, mais ça reste bien ma responsabilité. Elle est salariée protégée, mais protégée aussi par rapport à ça. Bernard Mazoyer, président en dissertion Cap Emploi SAMET. SAMET, Service d'appui au maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Je voulais évoquer effectivement le problème des personnes handicapées dans les entreprises, reconnus travailleurs handicapés, et le SAMET est chargé, lorsqu'il y a une difficulté, de trouver des solutions de maintien dans l'emploi dans l'entreprise, soit au poste de travail, soit à un autre poste de travail, et dans le cadre des missions qui pourraient être définies pour le salarié compétent, peut-il y avoir effectivement aussi cette notion d'intervention avec les différents services, l'employeur bien évidemment, le médecin du travail, le service interentreprise de médecine du travail, pour aider au maintien dans l'emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés. Donc si j'ai bien compris, on va reformuler un peu la question, c'est de se dire est-ce que le salarié désigné compétent peut intervenir donc avec les autres acteurs du maintien dans l'emploi, si on les désigne comme ça, pour participer à ce maintien dans l'emploi. Je ne sais plus où elle est. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Moi, je dirais qu'a priori, il n'y a pas de raison pour que ce soit non. Encore une fois, tout dépend des missions qui lui sont octroyées. Ça peut être aussi une mission particulière. À un instant donné, un salarié est en difficulté et risque de perdre son emploi, donc ce qui déclenche un petit peu ces réactions. Donc de faire intervenir l'ensemble des préventeurs, entre guillemets, de l'entreprise, c'est pas aberrant d'être à plusieurs personnes pour étudier ces problématiques. Donc oui, moi je dirais qu'il n'y a pas de souci particulier, en tout cas pour qu'ils participent à cette démarche de maintien dans l'emploi, ce qui est de toute façon un point positif. Bonjour, Stéphane Bijard, cabinet Altedia. Je me pose la question de l'autorité et du rôle potentiellement managérial, voire hiérarchique du chargé de prévention, étant désigné par le responsable de l'entreprise. Est-ce qu'il peut aller vers un rôle de supervision, de contrôle, voire de sanction, ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas du tout, est-ce que c'est pas une forme de piège de l'amener vers cela ? Bonjour monsieur, pardon. Donc je pense que ça, on le fait ensemble avec Christelle. Son rôle, on l'a défini ensemble. Moi, je garde la responsabilité de tout l'aspect sécurité de l'entreprise. Ça, c'est en tant qu'employeur de chaque salarié. Par contre, le rôle de sanction, comme il y a une relation qui est faite étroitement donc avec le directeur technique, qui lui a un rôle managérial vraiment important sur chantier, lui est plus apte à faire passer le message que Christelle, vis-à-vis de la sécurité, aurait besoin de faire passer, parce que lui, il est directement avec les hommes de terrain. Il sait aussi, quelque part, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais parler leur langage. Donc les applications sont plus directes. D'où l'importance vraiment de la communication entre le directeur de technique via ses visites de chantier et via aussi ce rôle-là. Mais
c'est vrai qu'on peut pénaliser justement sur l'aspect sécurité au travail, mais je pense que si c'est bien fait, si c'est fait dans un cadre, comme elle le dit, elle le fait dans le cadre de sa fonction, mais d'une façon mécanique. Enfin, je veux dire, ça n'y a pas pris plus de temps, parce que c'était des tâches aussi via l'informatique qu'on avait déjà mis en place. Il y a aussi un site avec l'OPP des BTP sur lequel on a inscrit le matériel, etc. Enfin, il y a tout un tas d'alertes qui fait qu'on pense aussi à faire nos visites périodiques, à faire toutes ces choses qui sont formelles et législatives. Donc après aussi, on a pris une jeune en bac professionnel, en alternance, donc qui aide aussi à la saisie, à toutes ces tâches au quotidien, Christelle. Donc c'est vrai que si c'est bien fait, déjà vu du personnel, c'est pas mal vu, quoi. C'est pas mal vu. Faut pas, si on le fait dans un cadre vraiment restrictif, où on donne des ordres, où on donne vraiment où on sanctionne derrière. Dans une entreprise comme nous, dans toutes les PME, où je pense qu'on est très proche de nos salariés, ce serait très mal perçu. C'est mieux perçu que si c'est fait de façon, on va dire, un peu plus ludique, quoi. Voilà. Et donc nous, c'est comme ça qu'on l'entend.